Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur la Affranchi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le grand Elvis Konjo Selabi au niveau de l'Afrique francophone. Je pense que tout le monde devrait le connaître. Ceux qui se sont lancés dans les activités des crypto-monnaies le connaissent parce il a formé plusieurs à travers différents pays, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Burkina. Il a été là-bas. Et c'est un honneur, un grand plaisir de le recevoir aujourd'hui sur la chaîne. Moi, je suis aussi un fan d'Elvis. Au niveau de l'Afrique, je vous dis sincèrement, il n'y en a pas plusieurs. C'est quelqu'un de compétent dans son domaine. Et en passant, Elvis, en ce moment, suit une formation en PhD sur la blockchain, ce qui prouve encore sa passion pour le domaine. Elvis, comment allez-vous? Merci Christian. Tu as tellement dit des choses que je me demande si c'est toujours moi, mais bon, ça me fait plaisir. Merci. Moi, ça va bien et toi, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Vous voyez, ce qui me fascine sur Elvis, c'est aussi sa modestie, ok? Il ne reconnaît jamais ce qui est sien. Il est très modeste dans ce sens-là et ce qui, en quelque sorte, captive la passion de ceux qui aiment des gens avec ce genre de connaissances-là. Comment se passe la formation en Italie, Elvis? En ce moment, vous êtes au Portugal, apparemment. Oui, plutôt cool. Je suis présentement en train de collaborer sur un projet dans un laboratoire de recherche et ça se passe plutôt bien. Donc, bientôt, je vais quitter le Portugal pour retourner du côté de l'Italie parce que j'avais 2 semaines ici. Et plus tard, je pense que je vais aussi collaborer encore dans un autre laboratoire du côté de la France. Donc, il y a tellement de choses qui sont en train de se faire dans le monde entier concernant la blockchain et les crypto-monnaies. Chaque entreprise veut aujourd'hui proposer quelque chose. Les laboratoires de recherche ont trouvé une nouvelle niche de recherche parce que, tu sais, à un moment donné, quand on avance dans la vie, on se retrouve dans une situation où il y a tellement de personnes qui sont en train de faire quelque chose que ça devient difficile de trouver son chemin. Donc, du coup, aujourd'hui, les laboratoires sont en train d'explorer ce nouveau chemin qui vient d'être ouvert là. Et voilà, donc voilà comment, dans le cadre de la recherche que je fais, je collabore avec certains pour améliorer ce qui est en train de se faire dans l'écosystème crypto-monnaie. Oh, Donc, ce n'est pas juste... particulièrement, Désolé, continue, s'il te plaît. particulièrement, moi, je travaille sur la sécurité des smart contracts. Comment est-ce qu'on peut vérifier de façon mathématique, prouver de façon mathématique qu'un smart contract est correct. On sait aujourd'hui que plusieurs plateformes ont perdu de l'argent. Parfois, ce sont des erreurs qu'on peut détecter pendant l'audit, mais parfois, on n'est même pas au courant de ces erreurs-là. Et voilà comment ça ouvre la porte à bien nombre de choses. Donc, aujourd'hui, mon rôle dans cet écosystème, c'est justement de contribuer à ce niveau de la blockchain pour pouvoir apporter un peu plus de sécurité sur la blockchain en fait. D'accord. Et la collaboration se passe avec les entreprises ou avec les universités. Ces laboratoires, c'est des laboratoires dans les universités. Ce sont des laboratoires qui collaborent avec les universités Universités. OK. dans le cadre de la recherche. Donc, c'est vrai, c'est un laboratoire qui a le projet, mais ça s'exécute au niveau d'une université, quoi, en fait. Tu OK. sais qu'il y a il y a deux types de recherches dans le doctorat. Il y a les recherches académiques et il y a les recherches maintenant d'entreprises où les entreprises peuvent financer certaines recherches. Voilà, donc, moi, je suis dans le cadre académique, mais ce que je fais actuellement, c'est dans le cadre professionnel aussi. Des entreprises. OK. C'est un mix, ouais, exactement, c'est un mix des deux. Ça, c'est intéressant. Je sais que nous allons en parler. Je sais que récemment, dans le forum WhatsApp que vous avez créé, je crois que c'était l'année dernière, vous avez partagé un lien par rapport aux bourses, aux opportunités qu'offrent certaines universités au niveau de la recherche en Europe, au niveau de la recherche PhD. Nous allons couvrir ça. Mais Okay. avant de toucher à ça, j'aimerais qu'on parle un peu de l'actualité des cryptos, parce que quand on regarde dans le forum, il n'y a plus beaucoup d'activités. C'est comme si certaines personnes se découragent. Étant un passionné du domaine, étant un connaisseur du domaine et ayant vécu différents bear market et bull market, bon, ce n'est pas un conseil financier. Peut-être quel support psychologique pouvez-vous apporter aux cryptopreneurs, comme nous l'appelons dans mon forum des salariés affranchis? D'accord, ça c'est une très belle question parce que on sent un relâchement en fait.
Et si on va par exemple dans le cadre d'une course marathon, on va voir au début, il y aura beaucoup d'excitation, les gens vont aller très très vite, tout feu, tout flamme. À un certain niveau, il y a certains qui vont quitter normalement. Certains qui sont un peu plus endurants vont encore continuer. Mais arriver à la fin, ce sera beaucoup plus difficile. Il y aura peu de personnes qui vont arriver à la fin du marathon. Et c'est la même chose avec les crypto-monnaies. Au début, ça paraît beaucoup excitant. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui entrent en se disant, enfin, on a trouvé quelque chose qui va nous rendre riches. Mais quand ils arrivent, ils se rendent compte que c'est pas forcément le cas parce que c'est beaucoup difficile. Vu que pendant la formation que j'ai faite récemment, quelqu'un m'a dit, mais en fait, on se disait que tu allais simplement nous dire, faites ceci, faites cela, et c'est comme ça qu'on sera riche. Non, c'est pas ça en fait. Donc, quand les gens se rendent compte du travail qu'il y a à faire dans l'écosystème crypto-monnaie, et plusieurs personnes n'aiment pas le travail malheureusement, et c'est pour ça que ça donne l'opportunité pour les entreprises de créer des plateformes pour permettre aux gens de récupérer les petits miettes là. Et donc, plusieurs personnes vont se décourager tout simplement parce qu'ils ne veulent pas aller dans cette lot de tâches-là. Et je disais à quelqu'un encore aujourd'hui même avec qui je causais que regarde un peu, essayons un peu d'analyser de façon tout bête. Quand on était au bear market du cycle précédent, quel était le prix le plus bas du Bitcoin? Évidemment. La personne m'a dit, on était autour de 4 000 quelque chose, autour de 5 000. Disons même 5 000. OK? Si on regarde le cycle actuel, quel a été le prix le plus bas? Le prix le plus bas, ça a été autour de 16 000, 17 000. OK? On va me mettre 15 000. Donc, si on regarde les deux cycles les plus bas, on va voir que ça fait x3. Et faire x3 dans le monde d'aujourd'hui, c'est beaucoup compliqué, en fait. En un an, on a parfois les pourcentages de rentabilité de combien? De 15% sur l'immobilier, 20% sur les actions des entreprises, et parfois qui est même rare, en fait. Donc, si on essaye de voir sur 4 ans avec la crypto-monnaie en comparant les plus bas uniquement, on va voir en fait qu'on est autour de x3. Oui. Autour de x3. Oui. Donc, pour quelqu'un qui regarde les choses sur cette perspective-là, il va se dire, mais en fait, il peut avoir un avenir prometteur. Parce que si on essaye de regarder un peu, on se dit, OK, le cycle prochain, si on va un peu dans les projections et qu'on fait x3, qui sera encore le plus bas dans le cycle prochain, on sera autour de 47 000, 46 000 $, qui sera dans le bear market autour de 2026, en fait. 2026, 2027. Donc, on sera au plus bas, qui sera autour de quelque chose comme 46 000 $. Et je disais tantôt qu'il ne faut pas penser que ça sera indéfiniment comme ça. Non, ça sera pas indéfiniment comme ça parce que le but, c'est, comme on est encore dans le début, on est autour de 5-6%, moins de 10% dans les crypto-monnaies. Donc, si on prend encore quelque chose comme 5 ans pour en fait embarquer encore 10% de la population dans les crypto-monnaies, on aura les mêmes performances et encore beaucoup plus parce que au début, on a des personnes qui sont méfiantes, qui vont mettre peu d'argent à l'intérieur, qui vont mettre justement ce qu'ils peuvent se permettre de perdre à l'intérieur. Donc, il n'y aura pas de grosses sommes, de gros capitaux d'afflux dans les crypto-monnaies au tout début et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Donc, quand les crypto-monnaies vont arriver à ce niveau psychologiquement stable où les gens vont se dire ça a déjà quand même fait les preuves, ça a déjà fait 20 ans, c'est quand même là depuis un bon bout de temps. Je pense que là, on pourra avoir un gros capital d'afflux dans les crypto-monnaies et c'est là où on pourrait justement aller toucher les 100 000 $ pour le Bitcoin, les 200 000 $, 300 000 $, qui pour moi est tout à fait possible de voir même Bitcoin dans les 1 million au fur et à mesure qu'on avance. Donc, pour ceux qui n'ont pas cette vision long terme là, ils vont peut-être se décourager là maintenant parce qu'on est trop habitué au réchauffer, micro-ondes, on va prendre main au feu. Pourtant, pour quelqu'un qui est dans l'optique de qu'est-ce que je veux construire comme patrimoine pour le futur, pour la retraite, pour le long terme, parce qu'aujourd'hui, je déteste les phrases de vivre au jour le jour, on ne sait jamais comment demain est fait. Si tu es fait aujourd'hui, si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que tu auras profité? Mais si tu ne meurs pas aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire demain, vu que tu as tout dépensé aujourd'hui? Donc, il est important de construire plutôt le demain, parce que même si demain ne profite pas à nous, ça va au moins profiter à la génération qui va rester. Et quand on est dans cette mentalité-là, on pense long terme. Et en pensant long terme, on voit dans les crypto-monnaies comme un actif qui peut se positionner comme un actif de choix
dans la construction du patrimoine long terme. Bien évidemment, ce sont pas conseils financiers, c'est juste ma petite analyse de la chose. C'est juste mon oui. avis. Et je partage vraiment ton analyse. Le plus souvent, ce que j'ai dit, du moins à ceux qui nous suivent, c'est que il faut un peu regarder la capitalisation de la blockchain. Et c'est quoi? C'est à peine 1000 milliards de 1 dollars. trillion, Oui, à peine en 1 fait. trillion. Et quand ça représente absolument rien. Ça n'atteint même pas une compagnie comme Tesla ou bien JP Morgan. Bien sûr, Donc, bien maintenant, sûr, c'est insignifiant dans le monde des investissements. Et quand on bien regarde, par sûr. exemple, la capitalisation de l'or qui est 11 trillions, on regarde, par exemple, la capitalisation de l'immobilier qui est 350 milliards de dollars à travers le monde. On regarde, par exemple, la capitalisation des produits dérivés qui est de plus de 100 000 milliards de dollars. On comprend que nous sommes encore à la phase d'inception des cryptos actifs. Donc, quand vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit 1 million de dollars de Bitcoin. Je suis sûr que quand je le dis souvent, les gens disent que, mais gars, c'est impossible. Non, c'est pas possible. Quand le Bitcoin était à 100 Non, 000 moi je pense que c'est possible. justement, les gens croyaient que 1000 dollars, c'était impossible. C'est arrivé à presque 65 000 dollars. Et je pense que le Bitcoin ira à 10 millions. Je le pense sincèrement dans un futur quand la captation de la blockchain sera peut-être à 100, même pas à 100 millions, peut-être à 10 trillions, donc à 10 000 milliards de dollars. Donc, on pourra commencer à voir. Je vais te donner, Oui. je vais te donner une anecdote, en fait. Et je sais que plusieurs personnes ne savent pas ça, mais bon, je vais peut-être encore la donner. Tu sais, d'après les analyses de plusieurs personnes, on peut se poser la question, mais pourquoi Satoshi Nakamoto a fixé le montant, le nombre de bitcoins à 21 millions de bitcoins? Pourquoi seulement 21? Donc, il y a deux théories là-dessus. Et la première que je trouve un peu plus plausible, c'est le fait que l'économie, le marché de l'économie mondiale à ce moment donné-là, en fait, représentait une capitalisation de presque 21 000 milliards, quelque chose comme ça, de dollars. Et il a dit, OK, si il faudrait que le marché, le marché global se reflète autour des enjeux crypto-monnaies, il faudrait donc qu'on crée un actif. Donc, la plus petite unité va représenter d'une certaine façon une valeur dans le monde réel. Okay? Une valeur actuelle courante qui est donc de 1 dollar. Donc, si on essaie de projeter ça, on va voir que si un Satoshi, qui est dans la plus petite unité du Bitcoin avec les objectifs qu'on lui a donnés, représente ne serait-ce que 1 dollar comme les objectifs qu'il était en train de vouloir faire, on va donc voir que un Bitcoin en entier qui est 100 millions de Satoshi, vaudrait combien en 100 millions? Donc quelque chose comme 100 millions de dollars, parce qu'un Satoshi a pour objectif de représenter la valeur mobilière de 1 dollar en fait. Tu vois, de 1 dollar. Et si on se projette comme ça, on va dire en fait, il a créé ça dans la vision qu'un Bitcoin en entier valent 100 millions de dollars demain. C'est vrai que c'est pas impossible, mais je pense que 1 million de dollars reste quand même réaliste parce qu'un Satoshi serait à ce moment donné-là à 1,16. 1,16, c'est quand même la valeur la plus petite unité du dollar actuellement. Et donc, 1,16, c'est logiquement acceptable pour un Satoshi d'une certaine façon. Donc, les gens qui sont allés aujourd'hui, qui sont aujourd'hui en train de partir sur des plateformes où ils tournent une roue et on leur donne quelque chose comme 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Satoshi. Aujourd'hui, ça représente encore rien du tout, pas grand-chose. Mais et regardez demain combien est-ce que ça vaudra peut-être demain. Donc, toutes ces personnes qui sont en train de mettre cette énergie-là pour, d'une certaine façon, faire la publicité, parce que c'est justement comme ça que le Bitcoin a commencé à se démocratiser. Au travers des casinos, on donnait ça gratuitement aux gens, par-ci, par-là. Et oui, franchement, on donnait 10 Bitcoins aux gens gratuitement. Si tu voulais quelque chose, on te donnait les 10. Oui, c'était donné gratuitement. Donc, aujourd'hui, un Satoshi peut représenter d'une certaine façon ce que représentait 10 bitcoins à l'époque où on donnait ça gratuitement. Et demain, ça peut représenter encore bien plus. Il faudrait que les gens se projettent, qu'ils ne restent pas figés sur ce petit présent. Le présent nous manque beaucoup et c'est vrai que le futur nous fait rêver. La seule chose qu'on a, c'est le présent. Mais si on ne se projette pas quand même, on ne peut pas mieux savourer l'instant présent parce qu'on peut espérer demain un avenir meilleur. Donc, voilà un peu, ça c'est ma façon de penser. Et voilà.
Non, et j'aime vraiment l'approche, comme je le dis toujours, Elvis. Aussi, il y a quelque chose que vous avez dit qui a attiré mon attention, que certaines personnes disent que on ne vit qu'une fois, Oui, ça c'est ce qui est courant on vit le jour dans au notre jour. communauté. Oui, mais c'est un peu triste parce que les gens ne se projettent pas par rapport en génération. Le plus souvent, quand je le dis, et beaucoup de personnes le mentionnent, l'opportunité actuelle qu'offre la blockchain, là, c'est une opportunité qui peut changer des générations à venir. Exactement. Donc, Exactement. même si vous investissez, bon, et c'est les mêmes personnes que vous allez voir dans les bars, à créer de chasser les petites, à créer de dépenser 10 000 francs tous les week-ends dans de l'alcool. Exactement. Au lieu de Et dépenser 10 comme 000, oui, on meurt seulement avec ce qu'on a dans son ventre. Donc, évidemment, n'est-ce pas? Donc, on rit, mais c'est ça qui cultive un peu la culture de la pauvreté, en quelque sorte. On ne exactement. se projette Mm. pas vers le futur. Et quel que Tout à soit fait, tout à fait. les efforts que nous, en tant que, en quelque sorte, entre guillemets, qui avons une petite clairvoyance par rapport au domaine, on apporte aux gens, ils ont de la peine à cerner ça, mais fort heureusement, on constate qu'il y a un progrès dans ce sens-là. Il y a des gens qui commencent à comprendre l'importance de la blockchain et l'opportunité que ça ouvre. Maintenant, Ouais. parlons du marché. Quelles sont les raisons pour lesquelles les marchés ont chuté ces derniers jours et quelles sont tes projections par exemple, pour le prochain bull run? J'ai suivi une de tes vidéos, tu as mentionné que certainement le prochain bull run n'est pas certain que ça sera dans 2 ans, ça peut être dans 5 ans. Rien n'est certain dans ce sens-là. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles les marchés sont en train de baisser et quelles sont tes projections? D'accord. Déjà, il n'y a pas une seule raison pour la chute du marché actuellement. C'est un éventail de beaucoup de choses. Première chose, c'est Goldman Sachs en premier avec son JBTC. Parce que le JBitcoin, c'est pas en réalité le Bitcoin, c'est un titre financier. C'est un peu comme, ouais, c'est un peu comme un contrat en fait. Du coup, avec son problème qu'il a eu avec la SEC, parce que la SEC a poussé Goldman Sachs à vendre une partie de ses bitcoins. Et du coup, on espérait que, certaines personnes espéraient que justement dans cette affaire, Goldman Sachs gagnerait. Et ça peut être poussé plus, parce qu'on est déjà en train d'arriver quelque part à la fin du procès. Et donc, les grands traders, voyant que c'était quelque chose, la rumeur a été, tu sais très bien que les rumeurs, ça va très très vite. Et, ouais, ça va très vite. Et du coup, une rumeur comme celle-là fait en sorte que les grands traders prennent les longs. Oui. Ils prennent les longs. Donc, et quand ils vont donc prendre les longs, ils vont mettre les effets de levier qui sont pas possibles parce qu'ils veulent changement du marché en quelques petits pourcentages, un effet de levier de fois 100, ben, ça te donne beaucoup d'argent. Et du coup, ben, ils vont aussi faire beaucoup d'argent en si peu de temps. Malheureusement, ça s'est passé comme prévu. La rumeur n'a pas été confirmée. Oui. Le marché n'a pas réagi forcément par rapport à cela. Et comme ils avaient pris des effets de levier trop importants, on pense que c'est pour ça qu'ils se sont fait liquider. Et vous savez très bien, dans l'écosystème crypto-monnaie, bien comme dans les marchés généralement, la liquidation, ce sont des effets de cascade. On liquide quelque chose ici, ça entraîne quelque chose là-bas, ainsi de suite, et le prix chute drastiquement d'un coup, vu que ce sont les robots majoritairement qui sont en train de trader dans ce marché. Donc, ça, c'est la première raison qui est plus plausible. La deuxième raison, c'est également que du côté de la Chine, l'État chinois est en train de vouloir protéger le yuan qui est en train de perdre de la valeur depuis un bon bout de temps concernant le dollar. On est quitté d'un yuan qui était à 0,20 quelque chose de dollars pour se retrouver maintenant à 0,14 dollars. Donc, c'est pas très bon pour l'économie chinoise, même comme certaines personnes peuvent penser que ça crée des opportunités d'affaires pour pouvoir racheter du côté de la Chine, mais il faut également qu'on se rappelle que la Chine aujourd'hui n'est plus forcément le grenier de la communauté parce qu'il y a d'autres pays où la production devient également importante, comme l'Inde, et la main-d'œuvre est moins chère. Plein d'entreprises ont quitté la Chine pendant le coronavirus pour se délocaliser du côté de l'Inde, du côté du Pakistan et bien d'autres pays comme ça où la main-d'œuvre est encore bon marché. Donc, la Chine, une des façons de réagir par rapport à cela, c'est aussi de protéger sa monnaie. Donc, ils sont en train de vendre le dollar et quelque part aussi les dettes américaines pour soutenir leur monnaie. Et vous savez très bien, quand il y a ça, c'est pas très bon pour le marché et forcément le marché réagit par rapport à cela.
La troisième chose, c'est... Avant de continuer, Elvis, qu'est-ce qui cause le yuan de se déprécier par rapport au dollar? C'est à cause de Evergrande qui a fait faillite en Chine ou bien il y a d'autres Non, pas forcément, pas forcément. L'économie est majoritairement américaine d'une certaine façon, de façon mondiale. Et donc, comme on est en train de vouloir ériger aujourd'hui peut-être le yuan comme monnaie qui sera utilisée dans les BRICS, ça peut faire en sorte que les économies sont en train de se tourner, donc de se retourner. En fait, ils ne veulent pas forcément que cela se passe ainsi, en voulant plutôt que le dollar se maintienne. Et donc, ils sont peut-être en train de tourner plutôt le dos au yuan, en mettant comme ça en difficulté le yuan d'une certaine façon pour que d'autres pays voient que le yuan n'est pas aussi intéressant que ça. Je décide donc peut-être de ne pas l'accepter comme monnaie pour les BRICS. Et bien évidemment, les BRICS sont en train de vouloir créer une autre monnaie qui ne sera pas forcément le yuan, qui va régir les économies de ces pays-là. Avec aujourd'hui, on a presque 12 et 13 autres pays qui ont déjà demandé à rejoindre les BRICS. Donc, il y a plutôt, avec également la volonté de créer une monnaie à dessous sur l'or, comme l'a déjà fait du côté du Zimbabwe. On connaissait très bien la monnaie zimbabwéenne. Ouais, ils sont aussi en train de mettre une monnaie qui sera baquée par l'or. Donc, voilà un peu peut-être les raisons pour lesquelles les gens sont en train de tourner le dos au yuan. Mais bon, ça reste très intéressant dans les chapitres qui vont arriver parce qu'il faut surveiller justement ce qui va se passer de l'autre côté, de ce côté-là. Même le Japon aussi pourrait vendre ses obligations d'État américaines pour renforcer le yen aussi, qui est aussi en difficulté d'une certaine façon. Donc ça, c'était la deuxième raison. La troisième raison, c'est comme ça, cette entreprise Evergrande qui fait quand même partie des géants de l'immobilier du côté de la Chine. Il y avait plein d'entreprises américaines qui auraient investi dans cette entreprise par des canaux qui ne sont pas légaux parce que normalement, les entreprises américaines ne sont pas censées investir dans les entreprises chinoises de façon normale, en fait. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer des sociétés écrans derrière. Ces sociétés écrans-là vont avoir des trucs là-bas à l'intérieur, mais en réalité, à l'intérieur, ça ne représente pas les entreprises américaine. Et du coup, tu vois un peu que Evergrande a déposé son bilan du côté des États-Unis. Ça veut dire qu'ils sont dans l'incapacité de payer liées à les obligations, les dettes qu'ils avaient. Et c'est la deuxième fois qu'Evergrande secoue le marché crypto-monnaie. On se rappelle très bien quand il devait faire défaut autour de 2021, le marché a secoué. Donc, c'est peut-être aussi une raison pour laquelle le marché a secoué quand il y a encore eu une deuxième fois Evergrande qui revient encore au-dessus de la scène. Donc, je pense que c'est une combinaison de tous ces facteurs-là qui sont arrivés presque quasiment au même moment, qui ont fait en sorte que ça crée de l'incertitude au niveau des investisseurs qui vont d'abord essayer de retirer leur investissement dans les actifs qui sont beaucoup plus volatiles, comme les crypto-monnaies, pour peut-être les stabiliser dans des actifs qui sont beaucoup dans le marché beaucoup plus stable, comme les actions d'entreprise, par exemple. Donc, voilà un peu. Quand il y a un effet macroéconomique, les gros investisseurs vont d'abord chercher à se débarrasser des actifs les plus volatiles pour concentrer sur des portefeuilles, sur des marchés les plus stables et peut-être repartir, injecter encore sur les marchés les plus volatiles quand la stabilité va se créer de façon macroéconomique, en fait. D'accord. Et il y a aussi certains commentaires qui avaient lié au fait que Michael Burry, le créateur de Big Short, avait short, en quelque sorte, 93% de son portfolio. Est-ce que ça avait aussi un impact sur la baisse des marchés? Parce qu'il a appelé le crash de 2008 dans le secteur immobilier aux États-Unis et c'était fait des... Ouais, le Big Short. Oui, Michael Burry. Oui. Est-ce que, je ne sais pas si ça a un impact, mais je ne sais pas quelle est sa puissance, son influence pour pouvoir faire baisser les marchés, mais est-ce que ça... C'est toujours possible parce que les gens vont avoir cet effet psychologique de si tu as dit quelque chose qui était vrai et que ça s'est confirmé par la suite, on peut donc justement t'accorder du crédit, en fait. Voilà la raison pour laquelle certains, peut-être... certains influenceurs vont perdre de la crédibilité tout simplement parce qu'ils vont dire des choses, le lendemain, ça ne sera pas confirmé
Et du coup, les gens vont dire, en fait, tu racontes les bêtises, les conneries. Mais si tu dis quelque chose, tu es un influenceur et tu dis quelque chose et que 2 mois après, on te donne raison, je pense que la prochaine chose que tu diras, les gens vont prêter plus attention parce qu'il Évidemment. y a quelque chose qui a déjà été dit et qui a été confirmé. Donc, ça peut effectivement avoir eu des effets de convaincre les uns les autres, tout comme aussi le fait que Binance aujourd'hui soit en difficulté du côté des États-Unis, qui est en train de mettre les bâtons dans les roues de Binance clairement. Ça peut également être une raison pour laquelle certaines personnes vont se dire, en fait, si le genre des crypto-monnaies est dans ces difficultés, c'est pas très bon pour le secteur et voilà, donc il peut également sortir. Mais bon, il y a toutes ces choses-là et le marché a déjà montré comment il est résilient par rapport à ces news-là et il se corrige progressivement. Ça prend un certain temps pour que les blessures guérissent, mais bon, il y a déjà beaucoup de cicatrices sur la blockchain, mais c'est encore vivant en fait. On se remet des blessures progressivement. Bon, maintenant, Elvis, maintenant, est-ce qu'on peut lister quelques bonnes nouvelles sur le marché? Récemment, je crois que c'était hier, il y a une nouvelle où il y a 118 000 bitcoins qui ont été achetés d'une valeur de 3 points quelque chose de milliards de dollars. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes nouvelles? Est-ce qu'il y a PayPal? Est-ce qu'il y a d'autres bonnes nouvelles pour pouvoir motiver ceux qui nous suivent? Non, il y a toujours les bonnes nouvelles. En fait, c'est que on a parfois l'habitude d'amplifier les mauvaises nouvelles. C'est un peu comme les fake news. Quand quelque chose est faux, on a tendance à mettre cela beaucoup plus en avant par rapport à quelque chose qui est vrai en fait. Et c'est même pour ça que dans notre société, on ne valorise pas toujours les personnes qui font du bon travail, les personnes qui font des bonnes choses. On va mettre en avant les personnes qui font des choses comme ça simplement parce que on sait que par défaut, l'être humain aime ce qui est mauvais. Quand on ne se mente pas, l'être humain aime ce qui est mauvais. Donc, voilà pourquoi les mauvaises choses ont tendance à être beaucoup plus vulgarisées que les bonnes choses. Je suis dans cet écosystème crypto-monnaie et je vois ce qui est en train de se construire dans cet écosystème. Il ne se passe pas une journée sans qu'une entreprise propose un service innovant sur la blockchain. Une entreprise propose quelque chose d'intéressant sur la blockchain. Il y a de nouveaux projets qui arrivent. Il y a Friend qui est en train aujourd'hui, même comme c'est un peu controversé, qui est en train de créer un réseau social où en réalité, tu peux vendre les actions de tes amis. Donc, ton ami a des points dans le réseau social, tu peux le commercialiser. Et ces points-là te rapportent aussi des points que tu peux ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme si on dit, il y a un Facebook où à chaque fois que tu regardes une vidéo de quelqu'un et que tu partages, ça apporte quelque chose à la personne que tu as partagée et ça t'apporte aussi quelque chose d'une certaine façon. Est-ce que ça va pas créer un meilleur réseau social peut-être demain? On se pose bien des questions. Ça c'est une chose. Ça, c'est le Coinbase? Oui, c'est en train de se créer sur Base. Friend est en train de se créer sur Base. Et donc, Base aujourd'hui qui s'est lancé avec Coinbase, rappelons que c'est le deuxième exchange qui a une blockchain assez de haut niveau comme celui-là, parce que on va dire, OK, si tu parles de Base, pourquoi tu ne parles pas de Chronos, de Crypto.com? Pourquoi tu ne parles pas de la QCC, de KuCoin, par exemple? Non, mais tout simplement parce que ces blockchains-là n'ont pas vraiment engrangé des capitaux, n'ont pas vraiment drainé des fonds, drainé des projets au-dessus pour construire quelque chose que ces blockchains aujourd'hui sont quand même l'ombre d'elles-mêmes. Donc, on dit aujourd'hui deuxième plus grande blockchain qui est associée à une exchange. C'est pas faux parce que Binance c'est la première. Aujourd'hui, on voit les capitaux, près de 200 combien de millions qui sont arrivés sur la blockchain de Base en si peu de temps. Mais on peut se poser la question de qu'est-ce qui est en train de se passer de ce côté. On a également repéré ici un grand nombre d'arnaques, effectivement, parce que vous savez très bien, quand il y a opportunité, il y a forcément un arnaque autour parce que plein de personnes vont vouloir, voilà. Donc, ça c'est la grosse nouvelle actuellement parce que plein de projets sont en train de vouloir construire au-dessus de la blockchain de Coinbase et ça peut donc drainer certains capitaux. Si on regarde aujourd'hui des personnes comme Michael Saylor pendant ce bear market, qu'est-ce qu'ils ont fait? Accumuler.
ils ont accumulé. Les mauvaises nouvelles comme Tesla qui sont en train de vendre le Bitcoin et que, mais il ne faudrait pas oublier que, c'est une rumeur, apparemment. oui, mais même si c'est une rumeur, ça peut être vrai dans la mesure où ils savent très bien que s'ils tradaient simplement le Bitcoin, c'est qu'ils auraient bien plus que simplement conservé. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a la rumeur que ils ont fait quelque chose, il y a une chute massivement. Or, ils ont fait l'action bien avant. Donc, quand il y a la chute, c'est l'occasion pour eux de racheter plus bas. Évidemment. Racheter davantage, en fait. Donc, en tradant le Bitcoin même pour Tesla, ça aurait été beaucoup plus profitable pour eux. Et peut-être, on sait très bien que aujourd'hui, Elon Musk, c'est un gros trader, donc il va forcément également voir ça. Donc, forcément, peut-être Tesla est en train de trader aussi avec le Bitcoin. Mais si on regarde un peu sur l'échelle macroéconomique, on voit que il y a, par exemple, les États-Unis qui sont en train aujourd'hui de mettre des lois pour censurer le minage, d'une certaine façon, c'est sorti récemment. Et ces lois qui sont en train d'être mises pour censurer le minage, parce que on a connu un shutdown du côté de la ville de Tesla, du côté de la ville du Texas là-bas. Il n'y avait pas assez d'énergie pour les populations. Du coup, le maire a dit non, c'est pas possible. Ils vont plutôt subventionner les mineurs pour acheter les appareils et dit non, en fait, vous oubliez le minage hein, parce que c'est en train de nous causer un problème à la population. Mais bon, ce qui est en train de se passer plutôt, c'est du côté du El Salvador. Ils sont en train de, on a déjà, tu sais très bien qu'on a fait un prêt de 1 milliard au Salvador pour qu'ils puissent construire la centrale de minage qui va se baser sur l'énergie qui va provenir des volcans. Wow, j'ai pas suivi ça. Des volcans. Ben oui, c'est effectivement le cas aujourd'hui que quelque part dans le monde entier, on est en train de flaguer les crypto-monnaies comme étant dangereuses pour la planète. OK, on vous accorde le crédit. Mais si on essaye un peu de rationaliser, on va se rendre compte que la majorité de l'énergie qui est utilisée dans le minage des crypto-monnaies par ces grandes entreprises-là, c'est l'énergie qui est généralement en plus dans les entreprises qui minent, qui produisent ces énergies-là. Et donc, on va utiliser le surplus d'énergie pour vendre aux entreprises qui minent. Donc, ça fait en sorte que ça permet aux entreprises qui fournissent l'énergie de fonctionner. Et la deuxième source d'énergie, ce sont des énergies renouvelables, parce que quand on regarde les gens qui vont construire des fermes de minage hors agglomération, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se baser sur des panneaux solaires pour construire effectivement cela. Et c'est pour ça que moi, j'ai été un peu... Si tu te rends compte aujourd'hui, on ne parle même pas dans l'échiquier mondial, on ne parle même pas de la RCA en tant que crypto-monnaie. Pourquoi? Alors que ça fait partie du deuxième pays, c'est quand même le deuxième pays qui a adopté la crypto-monnaie comme Legal Tender. Oui. Mais aujourd'hui, quand on parle de crypto-monnaie dans l'échiquier mondial, on ne parle même pas de El Salvador, en fait. On ne parle même pas de la RCA. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne sont en train de rien faire pour soutenir l'écosystème crypto-monnaie, que ce soit en termes d'infrastructure, que ce soit en termes d'adoption. À quoi sert donc alors leur adoption de la crypto-monnaie? Oui. Aujourd'hui, si on va du côté du El Salvador, quasiment, on paye déjà les taxes en crypto-monnaie, on paye déjà chez le boutiquier en crypto-monnaie. Ils sont en train de mettre sur pied des infrastructures pour au moins sécuriser la blockchain au cas où les États-Unis disent OK, on sait très bien que la majorité de la puissance des minages du Bitcoin provient des États-Unis. Si les États-Unis disent aujourd'hui, bon, nous, on ne veut pas les crypto-monnaies, au moins, on sait que ça va toujours continuer d'exister parce qu'à côté, il y a d'autres pays qui sont en train de tout faire pour quand même continuer à soutenir et à maintenir la vision de Satoshi Nakamoto. Donc, quand je vois ces éléments qui sont en train d'être faits, je me dis, où est le rôle de l'Afrique, en fait, dans tout cela? Quelle est la place que occupe vraiment l'Afrique dans cet échiquier de la crypto-monnaie? Quelles sont les technologies vraiment émergentes dans cet écosystème crypto-monnaie qui découle vraiment de l'Afrique? Bon, bref, je ne vais pas être trop long, mais je pense que les bonnes nouvelles sont là. Mais c'est beaucoup plus technologique, en fait. C'est pas forcément au niveau des régulations, parce que les régulations vont avoir beaucoup plus d'écho par rapport aux technologies. Quand on regarde aujourd'hui
sur la Binance Smart Chain, par exemple, les transactions se font à peine tu as envoyé une transaction à quelqu'un, c'est déjà validé. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'adopter les technologies de zero knowledge, avec les ZK Sync, et ainsi de suite, pour permettre d'accélérer les transactions. Et quand on regarde aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plutôt positif et c'est quelque chose qui est en train de montrer qu'on peut grandir dans cet écosystème et concurrencer les vitesses de transaction qu'on peut observer dans les systèmes classiques comme Visa, Master, qui eux aussi sont en train de se retourner déjà sur la blockchain pour proposer le service. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver et c'est plutôt massif ce qui est en train de se passer dans l'écosystème. Merci Elvis, vraiment une très bonne démonstration de la connaissance. Merci. On tire vers la fin. On va couvrir rapidement les différentes formations qu'offrent les universités et les bourses dont vous avez parlé dans votre forum. Et on va conclure avec, bon, je sais que c'est un exercice que beaucoup de gens n'aiment pas, vos 5 crypto-monnaies préférées. Oh, commençons bon. Avec la formation. Avec la formation et la bourse. Et on vous parle de Crypto Edu, votre site web qui donne vraiment des bonnes informations au niveau de la formation des cryptos actifs et la blockchain. D'accord, ok. Concernant les opportunités d'études, vous savez, aujourd'hui, la blockchain est vraiment en train de s'intégrer dans les cursus académiques. Et quand on veut intégrer quelque chose dans le cursus académique, on commence d'abord au top. On ne va pas commencer au tout bas parce qu'aujourd'hui, on va bien dire, OK, si on veut chercher les personnes qui vont éduquer les enfants, on peut facilement trouver. Mais est-ce que ces personnes maîtrisent justement le système au plus top niveau? Donc, on va d'abord former au top. Et c'est pour ça que certaines universités dans le monde entier aujourd'hui proposent maintenant des doctorats en blockchain. Parce que la blockchain est en réalité de l'informatique. C'est l'informatique. Donc, les personnes qui ont les cursus mathématiques et informatiques vont maintenant se positionner sur ce créneau blockchain. Et même pas que, en fait. Il y a maintenant des personnes qui vont appliquer la blockchain dans leur domaine d'activité tel que la loi, parce que le doctorat que je fais au loi là-dedans, donc il y a des secteurs de la loi. Il faut vous imaginez très bien qu'il faut façonner comment la blockchain va coexister avec la loi. Et j'étais récemment dans un débat, à un workshop avec des personnes de droit, et je leur disais en fait, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec votre approche, votre façon de penser, qui est la façon selon laquelle il faudrait que la blockchain soit en adéquation avec les lois existantes, et qui, à mon sens, est un peu contraire avec les objectifs de la blockchain, parce que la blockchain veut carrément recréer le monde d'une certaine façon. Pas recréer le monde, mais pas forcément dealer avec les systèmes existants. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les lois ne font pas un peu un péché de vouloir appliquer à la blockchain des choses qui existent déjà et qui sont applicables à tous les autres domaines? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt repenser à certaines lois qui vont s'appliquer parce que, d'une certaine façon, la blockchain permet un certain nombre de choses et impose un certain nombre de choses, et c'est plutôt à la loi d'aller dans le sens de la blockchain et non à la blockchain d'aller dans le sens de la loi. Parce que c'est effectivement le gros débat aujourd'hui, et il y a effectivement des personnes de droit avec qui on va collaborer et on va travailler sur ces sujets-là. Donc, c'est pas simplement le code ou bien, non, c'est aussi ça. Donc, au niveau de l'industrie 4.0, on a besoin de la blockchain et j'ai suivi des conférences là-dessus. Au niveau des smart cities, on a besoin de la blockchain et j'ai également suivi des industries, des talks là-dessus. Au niveau de l'agriculture, je connais des entreprises aujourd'hui qui intègrent la blockchain et qui sont en train de proposer des services au-dessus de l'agriculture en se basant sur la blockchain. Donc, aujourd'hui, il y a plein d'universités du côté de l'Italie et du côté de l'Europe qui proposent justement des bourses aux personnes qui veulent aller dans le sens de la blockchain parce que ce sont des bourses qui sont financées par l'État et l'État finance beaucoup plus la recherche pour pouvoir être les pionniers à pousser la recherche avancée parce qu'en poussant la recherche dans la blockchain, ça va permettre de débloquer certaines choses pour les industries, pour les économies qu'on n'avait pas forcément avant. Donc, ce sera bénéfique pour l'État parce que ça va permettre de voir de nouvelles choses émerger
et forcément être pionnier d'une certaine façon dans ce domaine-là. Et voilà pourquoi aujourd'hui, c'est encore ouvert. Les personnes qui veulent étudier du côté de l'Italie, il y a encore des possibilités de ce côté-là. Les bourses sont intéressantes de Oui. cette façon. Est-ce que vous avez listé ces bourses dans votre lien crypto edu pour que les gens puissent, je puisse partager Euh, avec les gens de mon forum? oui, je Comment vais. identifier ces bourses-là et comment appliquer à ces bourses-là et comment les retrouver d'abord? Euh, je pense que une des façons aujourd'hui la plus simple, on a euh, on a aujourd'hui une entreprise qui est positionnée sur ce créneau-là, qui va positionner les personnes dans des universités de ce côté-là. Mais en fait, en ligne aussi, vous pouvez trouver, si vous recherchez simplement un doctorat en blockchain, vous pouvez tomber là-dessus. Mais le problème, c'est que parfois, c'est compliqué et l'entreprise qui va être créée va donc vous accompagner, va donc façonner les choses, ficeler votre dossier pour que ça puisse bien passer auprès Évidemment. de ces institutions-là. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous avez ces deux options. Soit vous cherchez vous-même, soit vous passez maintenant par mon canal, qui est un canal qui est plus lu parce que aujourd'hui, je vais mettre ma crédibilité en avant. Vous me connaissez très bien. Donc, si je parle d'une entreprise, ben, sachez que c'est quelque chose dont moi, je suis d'abord en accord avec la façon dont ils font, comment est-ce qu'ils proposent les choses. Donc, vous pouvez passer effectivement par mes canaux. Sur ma page Facebook, on a publié. Vous pouvez me contacter sur Facebook et justement, je vais vous. Mais on est déjà très, très serré là pour cette année, plutôt peut-être pour l'année prochaine parce que les délais, c'est le 28. Les délais, c'est le 28 de ce mois. Pour ceux qui ont déjà les dossiers prêts, qui est simplement un passeport et un diplôme de langue, c'est tout. Voilà les deux éléments dont on a besoin, un passeport, un diplôme de langue. Et les autres informations seront textuelles. Il faut rédiger un study plan que l'entreprise peut effectivement vous aider à à façonner cela pour que ce soit bien évidemment intéressant. Et c'est tout en fait. C'est presque tout. Je vais ajouter vos contacts sur la description, sur ma description après la vidéo. Aussi, Ok, ça marche. est-ce qu'il faut des compétences techniques pour appliquer? Par exemple, est-ce qu'il faut être un développeur, quelqu'un qui a déjà une Non, pas expérience dans le forcément. code, ou bien En c'est... fait, ça va dépendre du domaine. J'ai perdu ton son. Oui, j'ai perdu ton son. Là, je t'écoute plus. Il y a eu un petit glitch et puis j'ai perdu ton son. Tu m'entends? Moi, je t'entends. On n'a pas de retour. Allô? Oui, c'est un peu mieux. Vas-y. Allô? Est-ce que tu Oui, c'est m'entends bon. maintenant? C'est bon. Ah, ah d'accord. OK. Donc, je disais tantôt que la blockchain aujourd'hui, ça peut s'appliquer à ton domaine d'activité. Et donc, présentement, si tu as un master, par exemple, en MBA, je prends un exemple comme ça, tu as un master en économie, finance, MBA. Il y a donc, il y a donc des filières dans ce doctorat-là appliquées à l'économie. Okay? Si tu as un master en agriculture, donc tu es agronome, il y a des filières appliquées à l'agriculture. Si tu as un master en électronique, il y a des filières appliquées à l'électricité, gestion des smart grids et tout ça, smart city. Okay? Si tu as un master en loi, donc droit et finance, droit et tout ça, il y a effectivement un doctorat appliqué à ça, en fait. Et maintenant, si tu es informaticien, mathématicien, il y a maintenant effectivement ce côté-là qui a aussi ses sujets. Donc, chaque secteur-là a ses sujets, en fait. Et la bourse couvre quoi exactement? Ça couvre le séjour, l'accommodation, ça veut dire le logement, ça couvre Oui, l'université. la bourse couvre, la bourse couvre déjà, tu auras ta pension qui sera couverte, tu as une assurance santé qui est garantie, couverte par la bourse, tu as maintenant
un salaire qui va parfois jusqu'à 1300, 1300 à 1400 euros par mois. Et dans ces 1300 à 1400 euros, si tu vois que si tu payes ton loyer, par exemple, à 200, 300 euros, qui est commun dans plusieurs villes, ben, il y a donc comme ça 1100 euros qui sont à ta disposition chaque mois. Donc, on peut dire que ça couvre le loyer, la pension, et tu auras quelque chose comme, disons, 1000 euros chaque mois. Et ça coûte, c'est les 4 ans, c'est 3 ou 4 ans du doctorat? 3 ans. 3 ans. Et ça, c'est même pas que, en fait, parce que dans ta bourse aussi, il y a une certaine somme qui sera allouée pour ta recherche. Donc, et tu as obligation de passer 9 mois hors du pays, donc dans un autre pays, en collaboration avec une autre université, une autre entreprise, ainsi de suite. Donc, c'est obligé dans la bourse. Mais pendant ton séjour à l'extérieur, tu auras une augmentation de salaire de 50%. Donc, si tu es à 1000 euros chaque mois, on va t'augmenter 500, donc tu seras à 1500 euros chaque mois. Et en plus, pendant ton séjour, tu as un fonds dans lequel tu peux puiser tes dépenses, en fait. Et ce fonds-là s'élève à 9000 euros pour les 3 ans. Ça va te servir également pour publier tes articles, pour assister à des conférences, pour participer à des événements, et ainsi de suite, où tu dois peut-être payer le voyage pour aller ici, pour aller là-bas. Il y a ce fonds-là qui va te permettre de faire cela. Donc, c'est un doctorat qui est assez complet, qui te permet au moins de toucher du doigt des secteurs de la blockchain, être en contact avec des personnes, aller dans des événements, et tout ça couvert justement par... Merci. Merci Elvis, c'est pour ça que je suis un de tes admirateurs, parce que tu n'es pas un individu, je peux dire, égoïste, qui aime progresser seul. Il y a certains qui arrivent quelque part, il y a des informations comme ça, ils ne partagent pas avec la communauté. Et comme tu le fais avec la blockchain, à travers ta chaîne, tu partages les informations, tu partages avec la communauté, tu encourages la communauté. Et maintenant, tu arrives quelque part, tu détectes qu'il y a des bourses disponibles et tu mets ça à la disposition des Africains. Je te salue pour ça et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour toi. On va conclure. J'espère que tu vas te prêter à l'exercice. Il y a certains qui vont te prêter à l'exercice. Tu sais que chez nous, les Africains, là, on aime les pépites. Oui, je suis d'accord. Les 100x, les 1000x, là. Oui. Donne-nous tes 5 cryptos, tes 5 meilleurs cryptos, pour conclure. Bon, c'est pas forcément que les crypto-monnaies que je veux avoir, une autre personne doit les avoir. Pourquoi? Parce que on achète ces crypto-monnaies en fonction de son portefeuille. On achète ces crypto-monnaies en fonction du temps qu'on peut allouer à surveiller ces crypto-monnaies. On achète ces crypto-monnaies en fonction aussi du risque qu'on peut se permettre d'avoir sur son investissement. Donc, plus une crypto-monnaie sera nouvelle, très jeune, plus elle sera risquée, bien évidemment. Et donc, quand tu comprends ça, tu vas donc allouer ton portefeuille de façon correspondante. Tu vas allouer peut-être la partie que tu veux stable pour ton portefeuille sur des projets qui sont déjà là, qui sont prouvés institutionnels, comme le Bitcoin et l'Ethereum, qui sont bien évidemment des crypto-monnaies aujourd'hui que on peut les classer comme des utility tokens. Et tout le reste là peut être qualifié de security. Tu vois que Ripple n'a pas toujours fini son combat avec la SEC, en fait. Parce que, ouais. Il y a le juge qui dit que non, en fait. On pense que quand c'est vendu au travers d'un exchange, en fait, contre l'agence, c'est security. Mais bon, si c'est pas vendu au travers d'un exchange, bon, ça va, c'est utility. Et la SEC dit non, c'est pas normal. Est-ce que le token n'est pas le problème? Le fait que le token ait été vendu dans les échanges, oui. Exactement. Oui, exactement. Donc, il y a cet aspect-là qui peut donc s'appliquer à toutes les autres crypto-monnaies. Mais bon, je dirais tantôt que moi, je ne vais pas forcément vous donner des crypto-monnaies en fonction de ce que ça va prendre fois 100, fois 1000, fois... Je vais vous donner des secteurs. Et ce que je vais dire, ça va vous permettre d'aller dans ces secteurs-là et dénicher forcément des crypto-monnaies qui sont intéressantes. Pourquoi? Parce que je pense que les crypto-monnaies représentent forcément l'envie du développement technologique et la direction qu'on veut donner à la blockchain. Et si tu raisonnes comme ça, tu comprends ça, tu essaies donc de te positionner sur des choses qui seront là pour durer. OK? Tant que la blockchain et les crypto-monnaies vont exister, on aura besoin des oracles. Si on a besoin des oracles, on a besoin des chainlinks. Oui.
tant que la blockchain va exister, on aura besoin des DEX. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de vouloir se couper des exchanges centralisés qui sont aujourd'hui en train de montrer leurs limites. Donc, et tant que tu comprends ça, tu vas comprendre que les crypto-monnaies comme Uniswap, comme PancakeSwap, les crypto-monnaies même comme Curve Finance a connu un peu ce petit problème qu'il y a là, mais ça reste dans un secteur qui est aujourd'hui et qui sera là demain et qui sera forcément encore en grosse demande, bien évidemment. Donc, quand tu comprends maintenant la notion d'interopérabilité, que tu comprends que pour que tout cet écosystème puisse fonctionner, on a besoin forcément d'être interopérable. Tu vas donc chercher quelle est la crypto-monnaie qui va le plus dans le sens de l'interopérabilité. Et là, tu vas tomber sur Cosmos, les Layer 0, les Osmosis. Tu vas voir qu'en fait, ce sont des projets qui sont assez avancés, bien que Cosmos aujourd'hui propose un système qui est tellement interopérable, mais ne met pas sa crypto-monnaie au centre avec un vote qui n'a pas été accepté, donc je ne comprends pas toujours pourquoi. Mais ce qui est sûr, ça va arriver au moment donné où il y aura Cosmos qui sera mis au centre de son écosystème et des blockchains qui seront construits au-dessus de cet écosystème. Et quand tu comprends ça, tu comprends aussi que oui, on a besoin aujourd'hui d'une identité numérique qui est décentralisée. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes ont accueilli des projets comme WorldCoin, en fait. Tout simplement parce que on a besoin d'une identité digitale, mais le problème avec WorldCoin, c'est que c'était trop centralisé. Or, on a déjà à côté des projets qui proposent cela, comme Singularity Network, qui propose effectivement cette notion d'identité numérique-là. On avait déjà un peu à côté des projets comme Oasis, qui proposaient aussi d'une certaine façon de commercialiser et d'anonymiser un certain nombre de choses. Donc, on avait Oasis qui permettait déjà de le faire. Maintenant, un autre secteur qui n'est pas beaucoup exploré aujourd'hui et dont on voit très peu de projets encore dans ce sens-là parce que c'est très difficile de faire aujourd'hui, c'est imaginer aujourd'hui qu'on ait la possibilité d'être dans la finance décentralisée et d'interagir directement avec la finance centralisée sans passer par les exchanges. Il faut ça pour qu'on se coupe des exchanges parce qu'aujourd'hui, les exchanges, quand elles veulent, existent parce qu'on a besoin des exchanges centralisés pour sortir de l'écosystème crypto-monnaie. Par exemple, si ce n'est le peer-to-peer qui est un peu risqué d'une certaine façon. Donc, commettre dans la finance décentralisée et sortir directement ces bénéfices crypto, entrer directement avec la crypto-monnaie dans la finance décentralisée, ça, c'est un gros besoin actuellement. Et ce sera un gros besoin demain, en fait. Et donc, des projets qui vont dans ce sens-là, il y en a, c'est pas qu'il y en a pas. Il y a des projets comme MELD. MELD qui est sur la blockchain Cardano. MELD. Qui est, oui, on a des projets comme MELD qui sont sur la blockchain, de Cardano et qui vont effectivement dans ce sens-là. Donc, il faudrait comprendre plutôt la vision long terme. Et quand tu comprends la vision long terme, tu penses à où est-ce que la blockchain sera demain et qu'est-ce qu'on aura besoin, tu te positionnes justement sur les crypto-monnaies qui vont dans ce sens-là. Une dernière chose encore que j'ai dit et que je vais encore rappeler, bien évidemment, pas tout je vais passer, je vais le dire, c'est que il ne faudrait pas forcément penser que les anciens projets sont morts et que les nouveaux projets seront forcément plus intéressants que les anciens. C'est une très grave erreur que je vois plusieurs personnes faire. Pourquoi? Parce que si c'était le cas dans la vie réelle, ce qu'on a déjà détrôné Google, ce qu'on a détrôné Amazon, ce qu'on a détrôné Facebook. Mais pourquoi ils sont là depuis mais continuent à être des leaders? Pourquoi ils sont là depuis? Oui, pourquoi ils sont là depuis mais continuent à être des leaders? Tout simplement parce qu'ils prennent de la concurrence. Quand on voit Facebook racheter WhatsApp, racheter Snapchat, racheter Instagram et tout ça, pourquoi? Parce qu'ils voient des choses qui sont proposées à côté et qui sont intéressantes et ils décident donc de prendre cela pour renforcer leur écosystème. Et c'est la même chose avec la blockchain aujourd'hui. Quand on voit donc les innovations qui vont se faire ailleurs, les projets existants vont vouloir prendre ces innovations-là et mettre chez eux pour devenir encore plus forts. Et voilà pourquoi on va voir dans la roadmap de ces projets-là, par exemple, aujourd'hui, quand je parlais de la Binance Smart Chain, on voit clairement que la Binance Smart Chain est aujourd'hui rapide,
Pourquoi? Parce qu'ils ont augmenté technologiquement. Ils ont augmenté la technologie en prenant la technologie qui est proposée aujourd'hui par Optimism. Et vous savez très bien, Optimism, c'est la même technologie qui a été utilisée pour créer Base. Donc, Base est basé sur Optimism. Et Optimism permet... Oui, en fait, non, ils ont pris la technologie, et ils ont intégré, parce que Binance, au départ, la Binance Smart, au départ, c'est une copie de Ethereum, de la machine virtuelle d'Ethereum. On va copier, on va donc centraliser avec quelques 22 validateurs, ça va fonctionner. À un moment donné, on veut scaler, on va prendre maintenant Optimism qui apporte quoi? Les ZK Rollup, les Zero Knowledge, et intégrer au-dessus. Donc, si demain, il y a une autre technologie qui se base, par exemple, sur l'intelligence artificielle et qui est assez innovante et qui va permettre à ces autres blockchains de scaler, mais ces autres blockchains vont prendre la technologie intégrée, scaler, sans forcément besoin qu'on ait à sortir de cet écosystème pour aller dans un endroit qui propose uniquement ce scale-là. Donc, il faudrait comprendre ça et comprendre que quelle est la volonté du projet existant de vouloir prendre les nouvelles choses pour s'améliorer. On est dans l'amélioration. C'est que forcément, les personnes de demain seront meilleures qu'aujourd'hui. Non, pas forcément. Une personne aujourd'hui peut être meilleure si elle décide de lire des livres, si elle décide de s'éduquer, si elle décide de prendre des choses à côté. Elle va s'améliorer et elle sera meilleure que les personnes qui vont venir forcément demain, en fait. Tu vois? Donc, il faudrait plutôt voir dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je pense que les projets qui sont anciens et qui sont là depuis ont plutôt un gros potentiel encore par rapport à ces nouveaux projets. Donc ça, c'est mon avis. Évidemment, je sais que Elvis a couvert beaucoup de domaines, un peu comme un pédagogue. Je vais prendre en sommet tout ce qu'il a dit. Il va vous donner les crypto-monnaies qu'il a dit. Il a laissé Technique, Uniswap, PancakeSwap, il a parlé de Cosmos, il a parlé de SingularityNet EGX, il a parlé de MELD, M-I-L-D, ou M-E-L-D, je le dis en anglais là, ok? Donc je vous ai listé les crypto-monnaies. D'accord, et je vais donner un dernier qui va encore dans le sens de comprendre la vision, de comprendre pourquoi est-ce que les choses se font, et comprendre comment les choses se font, pour comprendre les changements que d'autres projets apportent. Quand on est dans le monde du pari aujourd'hui, bien évidemment que c'est un monde que je n'aime pas. Mais comment ça se passe au niveau du pari? Les paris comme PMU, on prend l'exemple du PMU par exemple. C'est un pari mutuel. Pari mutuel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va mutualiser les pertes pour récompenser les gains. Aussi simple que ça. C'est un peu comme le crédit mutuel. On mutualise le crédit pour donner les dettes, pour faire des crédits. On mutualise les épargnes pour donner le crédit aux uns et les autres. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de crédits union et ainsi de suite, parce qu'on va mutualiser les choses. OK? Donc, le business model du PMU, c'est quoi? C'est de mutualiser les pertes et donner les gains. Comment on peut faire donc ça avec la blockchain? Il y a justement des projets qui vont dans ce sens-là, de mutualiser les pertes en mettant sur pied un token qui va prendre la valeur au fur et à mesure qu'il y aura une pool de liquidité. Cette pool de liquidité-là va engranger les pertes, va donc récolter les pertes, et la pool va donc grandir au fur et à mesure qu'il y aura de pertes. OK? Et maintenant, quand il y aura des gains, on va puiser dans la pool pour récompenser les gains. Et on sait très bien que le business model des plateformes de paris, c'est qu'il y a beaucoup de perdants par rapport aux gagnants. S'il y a beaucoup de gagnants par rapport aux perdants, ce business model n'existe pas et s'effondre totalement. Donc, on va mettre des stratagèmes pour que les probabilités de perte soient plus élevées que les probabilités de gain. D'accord? Donc, imagine aujourd'hui que OneXBet fait la même chose sur une plateforme de paris sportifs. C'est qu'on n'aura pas des personnes qui vont s'asseoir chaque jour pour pleurer que non, mon ticket à entrée, moi, ne m'a pas payé. Telle chose est faite et on n'a pas payé. Parce que quand on voit les contrats que ces entreprises sont en train de signer avec des clubs passifs, dans la publicité, et ainsi de suite, ça montre qu'il y a beaucoup de perdants. Il y a beaucoup de perdants. Mais les gagnants ne sont pas toujours récompensés parce qu'on va parfois bloquer leur compte, on va parfois faire ceci. Pourtant, il y a l'argent pour payer tous ces gagnants. Il y a l'argent. Parce que le business model même repose sur le fait qu'il y aura beaucoup plus de perdants. Donc, s'il y a donc un token qui va donc dans ce sens-là, et qui permet donc de sorte que, au fur et à mesure qu'on a les perdants,
la valeur du token augmente parce que la courbe de liquidité va donc prendre en valeur, ben, et que quand les gens gagnent, on va récupérer simplement à l'intérieur et le token va peut-être se déprécier à valeur. Je ne vous laisse pas imaginer peut-être les opportunités qu'il y aura par la suite, la prise de valeur par la suite, parce que c'est une industrie qui est focalisée sur la perte. OK? Donc, je sais que tu attends le nom du token, bien évidemment. C'est WinR. C'est WinR, W-I-N-R. W-I-R-R? Non, W-I-N-R. Win. WinR. OK, all right. WinR. Ouais. WinR, all right. Voilà. Merci beaucoup, Elvis. Ça fait presque 1 heure qu'on discute et tu sais que bon, les données en Afrique représentent un problème. J'ai suivi une de tes vidéos sur ça, que les gars, quand les vidéos sont trop longues, ils commencent à couper, savoir quoi Bien évidemment, bien sûr, bien sûr. Avant de conclure, quelque chose d'autre que tu voulais partager avec notre communauté? Oui, bien évidemment. Il faudrait déjà, merci Christian pour m'avoir passé la parole. Tu as évoqué les sujets que j'aimerais de temps en temps avoir des entretiens comme ça avec d'autres personnes dans l'écosystème pour que je puisse aborder certains points que forcément je n'ai pas le temps de couvrir sur ma chaîne. Et voilà, donc ça me permet aussi en fait, ça permet aussi que les gens aient mon point de vue, ma vision de façon globale, parce que je ne vais pas toujours l'étaler dans les vidéos sur ma chaîne. Donc, merci à toi pour cet entretien. Et ce que je vais dire à ta communauté, c'est de tout simplement ne pas leur faire croire que la crypto-monnaie, c'est ce qui va forcément les libérer et que c'est quelque chose de facile. Non, la crypto-monnaie, c'est pas quelque chose de facile. C'est comme tout business. Un crypto-investisseur, quand un trader travaille pour une banque, par exemple, c'est un travail à plein temps. À plein temps. Il est trader pour une banque. Quand quelqu'un ouvre son entreprise pour investir, il est investisseur, en fait. Il y a des gens qui travaillent chez BlackRock. Leur métier, c'est quoi? C'est chercher les opportunités. C'est dénicher les trends. C'est dénicher ce qui n'est pas un travail facile. Ce sont des choses que les gens font à plein temps. Donc, si vous pensez que la crypto-monnaie, c'est facile, ben, c'est que vous êtes déjà en train de vous fourrer un gros dans l'œil. Et il ne faudrait jamais baser ses investissements simplement sur ce que X ou Y a dit. Pourquoi? Parce que la seule chose qui va te permettre de rester avec, par exemple, ta femme en période de difficulté, c'est que intérieurement, tu reconnais que c'est le choix que tu as fait. Tu assumes. Quelles sont les raisons pour lesquelles je l'ai choisi? Quelles sont les raisons pour lesquelles on s'est mis ensemble? Quels sont les bons moments qu'on a partagés? Ainsi, donc, tu restes convaincu intérieurement et c'est la même chose avec la crypto-monnaie. Quand c'est quelqu'un qui t'a dit va acheter ci, en période de panique, tu ne peux pas vraiment gérer le stress que cela va causer. Tu vas simplement relâcher sur l'autre en disant non, c'est lui qui m'avait dit. Pourquoi il m'avait dit de faire ça? Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Même si quelqu'un t'en dit de faire quelque chose, don't trust, verify. Don't trust, verify. C'est pas parce que quelqu'un a dit quelque chose que tu vas simplement y aller. Non, fais tes propres recherches, fais ta propre analyse, développe ta propre conviction. Et si tu y vas, c'est parce que tu es convaincu et non pas parce que quelqu'un d'autre t'a convaincu. On va ouvrir très prochainement peut-être une entreprise qui va permettre de faire l'analyse de projet pour les gens. Si vous nous sollicitez, on fait de l'analyse approfondie pour vous et on met pour vous un document. Vous nous donnez par exemple une liste des crypto-monnaies que vous voulez qu'on fasse de l'analyse fondamentale pour vous avec des recommandations. On fait donc une analyse pour ça et on vous propose maintenant, si vous voulez qu'on fasse une autre type d'analyse en se basant sur des choses, sur votre portefeuille, par exemple, vous nous dites quel est votre portefeuille, quel est peut-être le capital que vous voulez risquer et comment est-ce que nous, on peut justement vous proposer des analyses en vous donnant une liste de quelque chose que vous pouvez vous baser dessus pour pouvoir tirer justement votre épingle du jeu de cette crypto-monnaie. Donc, voilà un peu les choses qui sont en train d'être pensées pour le moment. Et parce que nous savons que l'analyse fondamentale n'est pas facile, c'est compliqué. C'est compliqué. Et quand quelque chose est compliqué, justement, les entreprises vont donc se créer. On t'a encore perdu.
Tu me suis? On t'a toujours perdu. Bonsoir les amis, désolé pour ce petit problème technique. Je pense que Elvis a couvert la majorité de ce qu'on devait discuter pendant cet entretien. Un instant, il revient. Oui, Elvis? Oui, oui, c'est mieux salut maintenant. Christian. On peut conclure, oui. Ouais, il y a eu un petit souci au niveau de... voilà. J'étais tantôt en train de dire que quand il y a une difficulté quelque part, et ça s'applique dans le business en général, l'entreprise va se créer pour résoudre cette difficulté. Tu peux hausser un peu le volume, s'il te plaît? Le volume n'est pas assez clair. Un instant, un instant. OK, OK. Oui, c'est bon maintenant. Voilà. OK. Donc, je disais tantôt que quand il y a une difficulté quelque part, donc ça s'applique à toutes les personnes qui veulent entreprendre, bien évidemment. On entreprend pour résoudre une difficulté, pour résoudre un problème. OK? Donc, quand on constate un problème dans l'écosystème crypto dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est difficile pour les gens de faire cette recherche-là, de minutieusement analyser des projets. Et pour éviter donc que les personnes continuent de perdre de l'argent dans cet écosystème, pourquoi ne pas leur proposer justement ce service-là, ce service d'analyse du marché? Vu qu'on a l'expérience, vu qu'on a l'expertise dans ça, on peut justement proposer des outils, en fait, proposer de le faire. Et donc, ça s'applique à tout business dans la vie. Quand vous voyez une difficulté quelque part, ben, vous avez la possibilité de résoudre cette difficulté et de la rendre facile pour les personnes qui en ont besoin, parce que Dieu sait comment on en a besoin dans cet écosystème crypto, pas seulement en Afrique, mais de façon globale, en fait, dans l'écosystème de façon globale. Et c'est la raison pour laquelle les gens ne font même plus l'analyse, en fait. Les gens ne font plus l'analyse. Combien de personnes font encore l'analyse? Les gens vont simplement être dans les groupes. Oui. Pas beaucoup. Les gens vont être simplement dans les groupes où on va dire achète, où on va parler de 2, 3 crypto-monnaies et ils vont simplement pouvoir y aller acheter. Simplement, en fait. Pourtant, ils ne devraient pas faire cela. Ce sont les habitudes qui sont contre-productives parce que ça fait ça de Le son se dégrade encore, Elvis. Le son se dégrade. Le son se dégrade. Bon, malheureusement, on a des petits problèmes techniques. Encore, j'aurai l'opportunité de recevoir Elvis sur cette chaîne. C'était une première expérience et je pense qu'elle était très productive. Elvis, c'est toujours un plaisir de t'avoir et je pense qu'on devrait renouveler ça peut-être une fois par mois. Je connais que tu es très occupé avec tes études, mais on aura cette opportunité-là. Merci les amis et si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Bonne soirée.